Alors de nouveau, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marc Jeanneney, consultant Syndex. Je suis avec Frédéric Renaud, lui aussi consultant à Syndex. Avant de commencer le webinaire et pour laisser le temps à tout le monde de se connecter, je vous rappelle que nous sommes actuellement en campagne, sur la fin de la campagne, et que vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire, la présentation et tous nos autres supports, mémos, fiches pratiques et actualités sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn, et sur notre site syndex.fr. Alors, le programme de ce webinaire. Dans un premier temps, nous allons rappeler rapidement en quoi consiste le rôle économique du CSE et le cadre dans lequel ce rôle s'exerce. Nous vous présenterons ensuite des cas pratiques issus d'expériences réelles. Et ceux-ci, en fait, viendront illustrer une démarche que nous allons vous proposer afin de vous aider à prendre en main la consultation sur la situation économique et financière. Enfin, nous répondrons aux questions que vous aurez posées sur le chat pendant notre présentation. Voilà, donc on vous invite à les poser au fur et à mesure de la présentation pour fluidifier un petit peu les questions et les réponses. La durée de ce webinaire est d'environ 45 minutes, 30 minutes de présentation et 15 minutes de réponse à vos questions avant que tout le monde puisse aller déjeuner. Voilà pour le programme. Alors, hop, donc la présentation s'est affichée. Nous allons aller directement sur un peu une phase d'échauffement avant de rentrer sur les cas pratiques. Une phase d'échauffement qui va consister à rappeler le rôle économique du CSE finalement, en quoi consiste-t-il? Finalement, ce rôle économique, il va s'exercer à travers les informations qui vous sont remises par votre direction. Voilà, donc quand on parle d'informations, on parle de documents concrètement qu'on va vous remettre, mais aussi on parle de procédures d'information, c'est-à-dire des moments où on vient devant le CSE pour vous informer de situations. On va y revenir. Le rôle économique du CSE, il s'exerce aussi à travers des discussions que vous pouvez avoir en réunion de CSE. Et il va également se jouer à travers des moments très importants, un peu plus formels, qu'on appelle les consultations. On va y revenir tout à l'heure en rappelant les principales consultations. Donc, qui dit consultation, dit information qui vous est remise, temps pour l'analyser, pour poser des questions, et remise d'avis. On va aussi en dire quelques mots. Enfin, on vous a remis sur cette page-là les négociations. Peut-être petite précision avant d'évoquer ces négociations, les négociations restent du ressort des organisations syndicales. Il n'y a pas de changement dans le cadre de la mise en place du CSE, ça reste du ressort des organisations syndicales. Mais on l'a mis ici parce qu'en fait, grâce aux discussions que vous avez en CSE et grâce aux consultations et aux informations qui vous sont remises, tout ce qui va se passer là va pouvoir nourrir en fait les négociations. Comme ça va alimenter finalement votre réflexion et les revendications qui seront portées par les organisations syndicales. Voilà. Sur finalement, mais pourquoi exercer votre rôle économique au sein du CSE? Peut-être que vous êtes venu au CSE dans un premier temps en vous disant le plus intéressant, ce sont les œuvres sociales. Et peut-être que vous allez découvrir ce rôle économique. Alors schématiquement, vous voyez ici 4 bonnes raisons pour s'intéresser au rôle économique du CSE. La première, finalement, vous êtes pleinement concerné, c'est-à-dire que ça fait partie du rôle du CSE. Ce serait dommage de laisser votre employeur, votre direction piloter seul l'entreprise. Ensuite, l'idée, c'est que l'objectif, il est finalement pour vous de vous faire votre propre opinion et de ne pas subir soit le discours de votre direction ou d'autres salariés de l'entreprise. Cette opinion que vous allez vous forger, en fait, elle va être le fruit des informations qui vous sont remises, des discussions, des consultations, mais aussi de votre expérience terrain dans votre poste. C'est également, en fait, l'occasion, à travers ce rôle économique, de vous faire écouter par votre direction et d'accroître votre légitimité. En fait, nous, on le voit bien sur le terrain en accompagnant les équipes. Plus les élus se saisissent de ce rôle économique, en fait, plus elles sont écoutées par la direction, plus le niveau d'information devient intéressant et finalement, plus les discours aussi changent dans ce cadre-là. C'est-à-dire que
c'est plus difficile pour une direction de vous tenir un discours qui ne serait pas cohérent dans la mesure où elle voit que vous vous intéressez à ces sujets et que vous êtes pleinement concerné. Voilà. Enfin, l'objectif, il est pour vous de peser pleinement dans les décisions qui sont prises. Alors, on reste en France, hein, on n'est pas dans un système de cogestion, c'est-à-dire que même si vous remettez un avis très intéressant, votre direction n'est pas obligée de le suivre, mais il n'empêche que le but, c'est de lui faire comprendre l'intérêt qu'elle a à vous entendre et à vous écouter dans le cadre de ces procédures-là. Et l'idée, c'est de c'est de renforcer le dialogue social ou parfois de le faire naître en fonction des situations. Pour terminer cette petite phase d'échauffement, vous avez sur cette page-là, de façon schématique, finalement, un rappel sur les informations et les consultations. Dans la partie haute, on va dire quelques mots des informations. Il y en a un petit peu deux catégories. Il y a des informations qui sont dues au CSE après chaque élection. Ça concerne, par exemple, votre position au sein d'un groupe. Si vous êtes dans un groupe, on doit vous le dire à ce moment-là. Ça concerne aussi des perspectives économiques. Donc, à chaque mise en place du CSE, on vous doit ces informations assez rapidement. Pour les plus de 300 salariés, on vous doit aussi des informations de façon trimestrielle, par exemple, sur l'évolution générale des commandes et le suivi de la production. Concernant les consultations, il y a deux catégories de consultations. Il y a des consultations qui sont récurrentes. C'est-à-dire, comme leur nom l'indique, elles doivent intervenir avec une fréquence donnée. Sauf accord CSE particulier, elles vont intervenir tous les ans. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas encore réalisées chez vous dans vos entreprises. On parle de la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et la consultation sur la situation économique et financière. Si elles ne se font pas chez vous, il y a un problème, parce que c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre des lois Rebsamen. Donc le conseil, c'est de mettre un point à l'ordre du jour pour demander, rappeler l'obligation, rappeler cette obligation à votre employeur et caler un calendrier pour qu'elle soit bien réalisée chez vous. Enfin, en fonction d'événements ponctuels, ça peut être toute modification juridique ou économique de l'entreprise ou malheureusement une restructuration. Bref, il y a tout un tas il y a 10 thèmes particuliers qui sont à l'origine de consultations ponctuelles, comme leur nom l'indique, c'est en fonction d'événements particuliers. Dans tous les cas, il y a l'avis le CSE remet un avis à l'issue de ces consultations et on vous conseille de ne pas rester sur un avis favorable ou défavorable, mais de bien aller sur un avis motivé, c'est-à-dire d'expliquer ce qui vous rassure, ce qui vous inquiète et les sujets sur lesquels vous allez être vigilant. Cet avis du CSE, c'est l'occasion pour vous de laisser une trace écrite dans les procès-verbaux et c'est aussi un outil de communication qui peut être intéressant auprès des salariés pour montrer ce que vous faites au CSE, quel est votre rôle, à quoi il sert. Voilà, en guise d'échauffement, on va maintenant passer sur la deuxième partie de ce webinaire dans lequel on va, à travers des cas pratiques, vous présenter justement une démarche. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Frédéric. Merci Marc, merci, bonjour à tous. Donc on vous propose de rentrer dans le vif du sujet et notamment à travers des questions transversales que vous pouvez vous poser pour approcher justement cet aspect économique de l'activité, de vos activités dans vos entreprises. Donc la première question qui est vraiment la méta-question, c'est d'arriver à savoir quelle est la stratégie du groupe. Alors, quand on dit stratégie du groupe, ça ne veut pas signifier qu'il y a un groupe partout. Ceci dit, aujourd'hui en France et dans le monde, hein, la très grande majorité des entreprises sont insérées dans des groupes. Et à défaut de groupe, de toute façon, on aura toujours des actionnaires qui seront présents. Et c'est cette stratégie qu'il faut essayer d'attraper et de décoder. Du coup, la deuxième question qui vient derrière, c'est quel est le rôle de l'entreprise au sein de son groupe, au sein du secteur d'activité ou de son territoire. C'est-à-dire comment mon entreprise, mon activité est positionnée dans un ensemble qui finalement est plus large. Et notamment, alors si on se positionne sur la question du groupe, en fait, il y a des organisations de groupe dont on sait finalement que la richesse qui est créée à un endroit n'est pas forcément là où on l'attend. Et ça pose la question de tout ce qui tourne autour des prix de transfert. Quand on parle de secteur d'activité, ça renvoie notamment à la notion de filière. On sait qu'il y a des filières dans lesquelles
À certains endroits, on génère de la richesse, de la valeur, et à d'autres, moins. Si je prends un cas tout simple, hein, c'est le cas de l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, il y a un problème de rémunération des cultivateurs. Dans cette chaîne, on va retrouver les coopérateurs et on va retrouver la grande distribution, in fine, qui va aller s'adresser au consommateur final. Et on sait qu'en fonction de là où on se situe dans cette filière, les contraintes économiques, les contraintes de marché et de rémunération sont différentes. Donc ça fait partie des questions importantes à se poser. De là, on va se poser la question de quelle est la stratégie qui est mise en œuvre par l'entreprise et quels sont les moyens dont elle dispose. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des stratégies, il faut en avoir les moyens. Si je prends un exemple tout bête, hein, une entreprise qui est leader sur son marché, elle va chercher à maintenir son avance par rapport aux concurrents. Donc potentiellement, elle va chercher à investir, de faire de la recherche, du développement pour garder un train d'avance. La question qu'on va se poser, c'est la recherche et développement, ça mobilise combien de ressources financières et est-ce que le groupe, est-ce que les actionnaires laissent suffisamment de ressources pour justement financer cette recherche, ce développement. Voilà, pour illustrer de manière très schématique. Troisième question qu'on va se poser en parallèle, c'est comment l'entreprise, elle met sous tension et à quel prix elle met sous tension les salariés. Parce que les choix qui sont faits par les dirigeants ont des incidences sur l'organisation et sur les salariés in fine. Par exemple, une entreprise qui cherche à faire du volume pour prendre des parts de marché, elle va essayer de casser les prix, de baisser les prix, et de ce fait, elle va chercher à faire des gains de productivité, c'est-à-dire qu'avec à peu près les mêmes moyens, elle va vouloir générer plus. De ce fait, ça peut avoir des incidences sur les conditions d'emploi, les conditions de travail et sur les éléments de rémunération, par exemple. Donc l'idée, c'est de comprendre l'entreprise et comprendre comment est-ce qu'elle dégage de la valeur, notamment pour l'actionnaire, mais aussi pour les salariés, et comment cette valeur qui est générée, cette richesse qui est produite, comment est-ce qu'elle est répartie, notamment entre les actionnaires, leurs représentants, et les salariés. Donc en fait, là, on est sur la conséquence de ce qui précède et qui a été décrit dans les pavés 1, 2, 3 et stratégie du groupe. Donc, est-ce que la pression, elle est trop forte qui est mise par l'actionnaire? Est-ce qu'elle est tenable par les salariés ou pas? Est-ce que l'entreprise génère de la richesse? Est-ce que ça se voit dans les comptes de l'entreprise dans laquelle on est inséré? Et notamment, ça va poser la question des prix de transfert. Et tout ça aura pour conséquence potentiellement de faire peser des choses sur la politique sociale de l'entreprise, éventuellement de mettre en œuvre des risques graves. Quand on parle de politique sociale, on va parler notamment de négociations salariales, on va parler des NAO, on va parler des conditions d'emploi, le recours à l'intérimaire, au CDD, par rapport à des emplois CDI. On va essayer de variabiliser au maximum les charges. Et ça peut se traduire par, si ça ne se passe pas bien, par une dégradation des taux d'absentéisme, éventuellement des absentéismes qui peuvent être liés à des absences pour burn-out ou parce que les salariés sont complètement démotivés. Donc là, on est un peu dans le schéma catastrophe, mais c'est juste pour illustrer que le pavé qui est ici en bas à droite, hein, le pavé rouge, en fait, il est la conséquence des éléments qui sont en amont. Et du coup, pour les salariés, pour les élus, c'est souvent par ces questions ici sociales que viennent les questions. Et si on veut comprendre ce qui se passe, parce que là, on est en bout de chaîne, on va essayer de remonter la chaîne de ce qu'est la stratégie du marché. Voilà. On va essayer d'interroger le modèle, de le comprendre et essayer de repérer où sont les marges de manœuvre. Alors, si vous le permettez, je vais passer à la planche suivante. Donc, on va essayer d'articuler des thématiques avec des exemples. Donc là, sur les 4 thématiques, la première, c'est quel est le rôle de l'entreprise au sein de son groupe, de son secteur d'activité, de son territoire. Donc j'ai commencé déjà un petit peu à évoquer le sujet
sur la planche d'avant. La question, c'est de savoir qui prend les décisions. Et notamment, une fois qu'on sait avec qui prend les décisions, c'est avec qui on va les négocier. Et aussi qui est responsable des décisions et des conséquences. Parfois, on a face à nous des directions qui, en fait, sont là juste pour appliquer des directives. Et elles vous disent, ben, c'est pas moi, c'est le groupe. Et puis d'autres vous diront, ben, c'est pas moi, c'est le marché, on peut rien y faire, c'est comme ça s'impose à nous. Dans la réalité, c'est pas si évident que ça. Donc, on va chercher à comprendre l'organisation juridique et économique de l'entreprise au sein du groupe. On va essayer de comprendre qui est l'actionnaire et quelles sont ses exigences. Comment est-ce que l'entreprise elle est financée et éventuellement comment elle finance d'autres entités au sein du groupe. Qu'est-ce qui est apporté par le groupe et comment lui il est rétribué, parce qu'il peut mettre du capital, mais après il va exiger éventuellement qu'on lui rende sous forme de dividendes. Et puis il y a tout ce qui touche autour de la politique de prix de transfert, où il y a des choses qui vont remonter au niveau du groupe et on va laisser finalement peu de ressources localement. Et puis avec une problématique, c'est que si les salariés n'en ont pas conscience, en fait, on va leur montrer que les comptes sont quasiment juste à l'équilibre, voire légèrement négatifs, alors qu'en fait, l'entreprise, elle gagne de l'argent simplement par le mécanisme des prix de transfert, c'est remonté ailleurs au niveau du groupe. Donc, pour les représentants des salariés, les enjeux, c'est d'identifier comment l'entreprise s'insère dans son secteur d'activité, dans son groupe et quelles sont les contraintes qui en découlent. Et vérifier que ce sont de vraies contraintes qui s'imposent à elles, que ce n'est pas des contraintes qui sont finalement pilotées. Et une fois qu'on a compris où sont les contraintes, on va pouvoir repérer les marges de manœuvre et les zones de négociation. Donc l'idée, c'est de décrypter les règles qui organisent les flux au sein du groupe, d'évaluer les risques pour les salariés et du coup les marges de manœuvre. Et l'objectif pour nous et pour vous, c'est d'être en capacité de construire vous-même votre vision de la situation, de porter un regard critique dans le sens où on va éventuellement faire des contre-propositions et montrer à la direction que l'on comprend comment ça fonctionne et discuter avec elle de là où sont les marges de manœuvre. Donc, ce qu'on a mis en avant, c'est le plus, c'est-à-dire que cet axe-là vous aidera notamment à préparer la consultation sur les orientations stratégiques. Alors, les orientations stratégiques, c'est intéressant, mais en tant que représentant du personnel, ce qui nous importe finalement le plus, c'est quelles sont les conséquences sur l'emploi, à la fois en termes de contenu, de métier, de volume d'emploi, évidemment, détecter quels sont les besoins d'adaptation pour passer d'une entreprise qui est dans une situation A aujourd'hui à une situation B dans 3 ans. L'idée, parce que derrière ça, il peut y avoir des besoins d'accompagnement et de formation, l'idée, c'est de se mettre en capacité d'anticiper pour éviter de subir. Voilà, donc on va passer à une illustration par cas pratique, et là, je repasse la main à Marc. Exactement. Donc, on va vous illustrer en fait cette situation. Hop, je vais sur la bonne diapositive. Donc, et ça répondra, on l'espère, à la question sur, mais finalement, de quoi on parle quand on parle de prix de transfert. Donc là, on est sur un cas que nous, on a rencontré dans le cadre de nos interventions, d'une filiale d'un groupe industriel familial. D'accord? Donc, ça vous plante le contexte général. Et en fait, dont les résultats, ce CSE, il était voilà, dans une entreprise dont les résultats en fait étaient construits par ces prix de transfert. Les prix de transfert, c'est quoi? C'est les prix qui sont pratiqués justement entre la société et d'autres sociétés du groupe. Concrètement, cette société, elle achetait de la matière première à une autre société du groupe, d'accord? Qui fixait, c'est cette autre société du groupe qui fixait les règles du jeu, on va dire, donc les prix de transfert. Ensuite, cette société, elle ne revendait pas directement à son client final, elle revendait ses produits à une autre société du groupe. Et c'était cette autre société du groupe qui fixait les règles du jeu. Et donc, vous comprenez bien qu'en fait, cette société, elle était prise en tenaille entre les deux sociétés du groupe, et eux, ils avaient fait le choix que la marge, en fait, soit localisée sur les autres sociétés. Et donc, de façon un peu artificielle, la société dans laquelle il y avait le CSE, finalement, ne dégageait
très peu de résultats. Alors que les autres sociétés du groupe, des sociétés holding, elles, réalisaient des résultats plutôt confortables. Et bien entendu, ces règles du jeu n'étaient pas du tout transparentes pour les élus du CSE de la société qui ne réalisaient pas de résultats. Et donc en conséquence, enfin une des conséquences, c'est que finalement, il n'y avait pas de participation dans cette société. Hein, le niveau de résultat n'était pas suffisant. Et puis, il y avait une direction qui tenait un discours en disant, mais si vous ne faites pas de résultats, c'est parce que vous n'êtes pas assez performant. Hein, et donc, pendant les NAO, il ne faut pas être trop gourmand, il ne faudra pas trop demander l'augmentation de salaire parce qu'en fait, il n'y a pas de bons résultats parce qu'on n'est pas assez bon. Voilà. Donc finalement, le CSE, il est venu vers Syndex en nous disant, mais nous, on ne comprend pas, en fait, les ateliers sont pleins, on ne trouve pas qu'on est spécialement mauvais, hein, d'un point de vue qualité, réactivité, et donc on ne comprend pas pourquoi on n'a pas de participation. Donc finalement, notre travail, comment ça s'est passé? Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que finalement, c'est le CSE qui nous a mis sur la piste, hein, en nous expliquant comment il travaillait, en nous donnant des indications sur, finalement, ils nous mettent vraiment sur la piste, notamment sur le fait que les carnets de commandes sont pleins, ils ont du travail, qui sont pas mauvais et qui pressentaient des choses. Et à partir de là, nous, on a demandé tout un tas d'informations. On a rencontré la direction qui finalement, à un moment, on a été amené à lui dire mais on ne comprend pas vos résultats par rapport à vos concurrents et par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Et c'est là que finalement la direction nous a expliqué ces règles du jeu qui faisaient que la marge était soit dans la société qui achetait la matière, soit dans la société qui finalement vendait les produits finis. Et donc à partir de là, si vous voulez, les règles sont devenues transparentes pour tout le monde. Et ça n'a plus été possible pour la direction de tenir une direction de vous n'êtes pas assez performant et c'est pour ça que vous n'avez pas de participation. Et vous imaginez bien qu'à travers ce travail-là, finalement, le CSE il s'est trouvé vraiment renforcé. Maintenant, on ne peut plus lui raconter de blagues. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés sur. Ils auraient pu se dire on va changer la formule de calcul de la participation, mais ils sont allés plutôt sur le terrain d'un accord d'intéressement. C'est en cours de négociation actuellement pour se dire en fait, on va plutôt le baser sur des indicateurs de performance opérationnelle. Donc ça veut dire par exemple indicateurs de délai ou de qualité qui sont du coup plus cohérents par rapport à l'activité. Et finalement, ça permet du coup d'avoir une répartition des richesses plus équitable, puisqu'elle ne l'était pas du tout précédemment. Voilà pour illustrer ce cas. Je vais redonner la parole à Frédéric pour vous présenter la deuxième étape de la démarche dont on vous a présenté tout à l'heure le schéma global. Alors, l'étape suivante, voilà, c'est de se poser la question, quelle est la stratégie mise en œuvre par l'entreprise et quels sont les moyens dont elle dispose? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Voilà. Quel est l'objectif pour le CSE dans cette démarche? L'idée, c'est d'allumer les phares. Il faut anticiper les conséquences possibles de la stratégie d'entreprise. Et pour anticiper, évidemment, ça nécessite d'accéder à de l'information. Donc ici, par exemple, on a repris dans les éléments d'information le plan stratégique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de faire dire aux entreprises, en tout cas de se faire communiquer. On va y retrouver notamment la politique d'investissement. Quelque chose qui va être évidemment important pour l'emploi, c'est tout ce qui touche à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et accessoirement, bien entendu, les ressources financières dont on va disposer pour mener cette stratégie. Les investissements peuvent être à différents caractères. Hein. Ça peut être des investissements commerciaux, ça peut être des investissements purement industriels, mais ça peut être aussi des investissements à caractère social, et notamment dans l'investissement dans les nouveaux métiers. Aujourd'hui, on sait que dans 5 ans, il y a peut-être la moitié des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont naître dans les 5 prochaines années. J'ai un exemple en tête, c'est dans la grande distribution par Internet, il y a des métiers qui disparaissent, hein, par exemple le métier de maquettiste disparaît progressivement et apparaît ce qu'on appelle ou se développent les métiers du web design. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on pose ce diagnostic-là, comment on se projette et comment on anticipe les besoins et les adaptations nécessaires. Donc les enjeux pour les représentants du personnel, évidemment, c'est d'obtenir de la visibilité sur la stratégie du groupe et donc des dirigeants, confronter cette stratégie aux politiques qu'elle est censée mener. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui se pratique de manière effective?
On va évaluer les moyens. Est-ce que l'entreprise a les moyens de sa stratégie? Et l'idée pour vous, c'est toujours construire votre propre vision, porter votre regard critique sur le discours de l'entreprise et potentiellement proposer des alternatives. Le CSE, hein, dans ses prérogatives, a la faculté d'émettre des vœux, d'émettre des propositions. L'entreprise doit y répondre au minimum. Et dans l'idéal, elle en tient également compte dans son plan d'action. Donc, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est que cet axe vous aide à préparer la consultation sur les orientations stratégiques et les conséquences sur l'emploi et éventuellement négociation aussi de la GPEC. Là, on va penser aux entreprises de plus de 300 salariés où négocier la GPEC est une obligation tous les 3 ans. Pour illustrer ce thème, on a repris l'exemple d'un sujet relativement actuel. Hein. Vous avez dû entendre parler des difficultés en ce moment dans le tourisme et dans l'aérien. Donc là, on est sur un cas où le CSE est dans une entreprise française qui fait du transport aérien et pour laquelle les résultats, la situation financière sont plutôt satisfaisants et depuis de nombreuses années. En fait, cette entreprise, elle a la particularité, c'est d'avoir un marché relativement protégé. C'est-à-dire que 80% de son activité, ça se fait entre la France et l'Algérie. Et comme le ciel algérien n'est pas ouvert à la pleine concurrence, en fait, la société française, elle a une situation privilégiée, puisqu'elle a le droit, elle a négocié les droits avec l'État algérien d'exploiter cette ligne avec la compagnie nationale algérienne. Donc on est vraiment en situation non pas de monopole, là pour le coup, mais presque, hein, puisqu'on est en situation de duopole. Donc le fait d'être sur un marché où on maîtrise relativement les prix, ça permet de générer des marges plutôt confortables. Il va y arriver un changement significatif, c'est l'évolution de l'actionnariat. En fait, l'actionnariat qui est unique de cette société choisit de vendre 48% de ses titres, de ses parts, à un groupe chinois. Et du coup, de mettre en place une activité de long courrier qui viendra compléter l'activité historique. Et la direction de dire, ben voilà, nous devons développer une ligne Paris-Pékin pour assurer le développement de la compagnie. Alors ça, c'est plutôt intéressant. On se dit, chouette, l'entreprise a un projet de développement, tout le monde peut être d'accord avec ça. Donc là, on a vraiment une décision stratégique qui va changer le cours des choses. Donc la question que se posaient initialement les élus, c'est ben voilà, est-ce qu'on va pouvoir financer le développement d'une ligne long courrier? On va sortir d'un marché qu'on maîtrisait jusqu'ici. Et après, il y a la question du rôle de l'actionnaire nouveau. On fait une ligne Paris-Pékin, on a un actionnaire chinois, on voit bien son intérêt à lui, mais est-ce que c'est favorable pour l'entreprise? Et en fait, le travail du CSE à l'époque, avec son expert, c'était de démontrer de construire une argumentation qui permettait de démontrer que les conditions pour développer le long courrier, en dehors de ce qui existait à ce moment-là, n'étaient pas réunies. Et du coup, le CSE a pu montrer qu'il y avait un non-alignement entre les intérêts des actionnaires, des dirigeants et de l'entreprise. En fait, on avait un actionnaire historique qui, lui, avait pour ambition de se désengager du capital au meilleur prix. Donc, en vendant, il valorisait son capital et pouvait préparer sa retraite tranquillement. Lui, il n'avait plus forcément envie de continuer à investir dans l'entreprise. On avait un nouvel actionnaire chinois donc, qui s'est retrouvé plutôt en contradiction d'intérêts et de décision avec l'actionnaire historique. Et puis, on avait la particularité d'être face à un directeur général qui, lui, était captivé en fait, par le projet de développer un long courrier. Donc, on avait trois intérêts qui n'étaient pas forcément convergents. Et surtout, ben, on avait un problème de soutien financier, alors qu'il fallait mobiliser beaucoup de ressources pour développer cette ligne. Voilà, on avait quelque chose de technique, mais qui était, qui était significatif dans le projet, c'est que la trésorerie était principalement composée de dinars algériens qui étaient, eux, bloqués en Algérie. Ça veut dire que l'entreprise ne pouvait pas en disposer comme elle en voulait.
Donc l'apport de l'expertise a permis de montrer que le discours du CSE était étayé, donc ça a appuyé à renforcer la légitimité des représentants des salariés, et ça laissait la possibilité aux représentants des salariés de discuter quasiment d'égal à égal, en tout cas sur le terrain économique, avec sa direction. Ce qui s'est passé par conséquent, c'est que la voix du CSE a été entendue. Hein. À l'époque, on a changé la direction et le projet long courrier a été mis en stand-by. Donc ça a duré 4 ans. Par contre, il y a 2 ans, un nouveau directeur est arrivé avec un projet de long courrier sur le Brésil et sur la Chine. Ce projet a été soutenu par les actionnaires et malheureusement, ça a conduit la compagnie au désastre puisqu'elle a perdu 65 millions d'euros en 2 ans, évidemment, chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Donc là, évidemment, il a été trop tard pour agir, le mal a été fait. Par contre, l'expert a pu continuer d'assister et d'accompagner le CSE au moment de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire, et notamment aussi pour challenger, évaluer les projets de reprise. Donc ça n'a pas évité malheureusement la catastrophe parce que les actionnaires étaient vraiment décidés à le faire. Par contre, ça permet aussi de positionner les responsabilités des décideurs et éventuellement de leur faire mettre la main à la poche, la main au portefeuille pour financer des mesures sociales d'accompagnement. Troisième point qu'on voulait aborder avec vous, c'est la question qu'on peut se poser de manière un peu transversale. Comment est-ce que l'entreprise elle est mise sous tension et à quel prix pour les salariés? Donc là, la question centrale et l'objectif qu'on va défendre au niveau du CSE, c'est préserver le collectif de travail. Quand on dit préserver le collectif, c'est les conditions de travail, les conditions d'emploi principalement. Mais ça touche également le système de rémunération qui peut être aussi mis à mal quand on met de la pression, de la tension sur l'entreprise. Les éléments qu'on va identifier, c'est les questions relatives à la flexibilité, la variabilisation, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que des coûts fixes deviennent des coûts variables, qu'on paye des charges au moment où on en a besoin et non pas au moment où on n'en a pas besoin, ce qui nécessite quand même d'avoir une organisation très agile, très flexible, ce qui n'est pas sans conséquence sur les conditions de travail. Ça peut se traduire par une intensification du travail. On va vouloir faire plus de choses avec peut-être le même effectif, voire moins d'effectifs dans le même temps. Ça va impliquer de demander de la polyvalence. On va demander aux gens de faire plus de choses différentes. Et évidemment, ça peut faire peser des risques sur la santé et sur la sécurité au travail. Les enjeux, c'est comprendre les attentes envers l'entreprise. On revient à la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'attend l'actionnaire de l'entreprise? Et du coup, quel type de performance ça nécessite? Et jusqu'où on le demande. Du coup, on va essayer de comprendre ce que ça implique sur l'attention du collectif. On va essayer de mesurer le degré de flexibilisation du collectif. On peut illustrer ça par le recours à l'intérim, à la sous-traitance. Sur l'organisation du temps de travail, est-ce qu'on va demander beaucoup de flexibilité sur le temps de travail, des périodes hautes, des périodes basses, à quel moment on prévient les salariés qui vont devoir faire plus la semaine prochaine ou moins celle d'après, et évidemment les conséquences sur le terrain salarial. L'idée pour vous en tant que représentant, c'est d'identifier les risques pour les salariés et toujours porter un regard critique sur la politique sociale de l'entreprise et potentiellement proposer des alternatives. Voilà, donc cet axe va vous permettre de préparer la consultation, cette fois-ci, sur la politique sociale de l'entreprise et aussi les négociations qui vont pouvoir en découler. Négociations sur ce qu'on appelait historiquement les NAO, tout ce qui touche aux rémunérations, au partage de la valeur ajoutée et au temps de travail, mais aussi à la qualité de vie au travail. Marc, je te passe la main. Ouais, merci Frédéric. On termine ce cheminement par la dernière étape qu'on vous a présentée. Alors, ça, c'est typiquement aussi pour tordre le cou à un préjugé qui voudrait que
l'expertise auprès du CSE n'est un sens que si l'entreprise va mal. En fait, il y a quand même une question qui se pose, Frédéric vient de l'évoquer, déjà c'est l'entreprise va bien, mais est-ce qu'elle va aller bien demain? C'est ce qu'on a vu à travers la stratégie. Elle va bien, mais à quel prix pour les salariés? C'est ce que Frédéric vient d'évoquer également. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est finalement elle va bien, mais dans quelle mesure la répartition des richesses est équitable entre les différents acteurs. Donc c'est ce qu'on va voir ici rapidement. Schématiquement, la richesse qui est générée au niveau de l'entreprise, et en fait, elle est répartie alors avec les clients hein, qui bénéficient des produits ou des prestations de l'entreprise, mais aussi aux fournisseurs hein, qui fournissent eux-mêmes une partie de composantes, de produits ou de prestations, et les sous-traitants. La richesse, elle est aussi partagée avec l'État et les collectivités locales. Alors, à la fois finalement à travers les impôts payés, mais finalement il y a aussi un flux dans l'autre sens, à travers des subventions par exemple ou des aides qui sont versées. Le groupe dont on parlait tout à l'heure en introduction est aussi un acteur important dans la question de la richesse et il peut capter de la richesse à travers les prix dont on a parlé tout à l'heure, les règles du jeu, mais aussi à travers des dividendes qui remontent aux actionnaires. Les banques sont également une partie prenante dans la création de la richesse, dans la mesure où, quand elles apportent des fonds, elles bénéficient finalement d'intérêts. Les salariés, enfin, bien entendu, bénéficient de la richesse qui est générée par la société à travers la dimension rémunération, salaire, mais aussi à travers la participation, l'intéressement notamment. Voilà. Donc, finalement, le fait d'avoir une idée claire sur la richesse, dans quelle proportion elle se répartit entre les acteurs, c'est très intéressant pour vous. Et ça permet aussi de questionner ce qui est laissé dans l'entreprise pour assurer le développement futur. Voilà. Et en fait, ça peut être l'occasion pour vous aussi de dire, nous, on considère que ce qui va dans la poche des salariés n'est pas assez important. Donc ça, c'est finalement aussi ce que peut vous apporter l'expertise à travers ces analyses-là pour faire bouger les lignes. Et en plus, ça tombe bien parce que finalement, dans la consultation sur la politique sociale ou à travers la négociation rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, toutes ces analyses-là, en fait, elles vont directement nourrir les organisations syndicales pour ce travail-là. Concrètement, pour aller en NAO et en ayant des éléments. Donc, on peut donner un exemple pour illustrer cette étape de redistribution de la question de comment se répartissent les richesses. On est finalement là dans une société française qui possède différentes filiales dans différents pays. On est une taille assez importante, 1000 salariés, sur une activité industrielle qui intervient sur de différentes étapes, design, fabrication et commercialisation de produits. Voilà. Finalement, cette société, elle a fait l'objet il y a quelques années d'un montage financier agressif, c'est-à-dire avec beaucoup de dettes, beaucoup d'endettement, et l'entrée au capital d'un fonds d'investissement, dont le métier est finalement d'investir dans des sociétés, de rester quelques années et d'espérer qu'elles vont prendre de la valeur, et ensuite pour pouvoir la revendre à un prix plus élevé et ainsi faire une plus-value importante. En l'occurrence, cette société, elle a passé des caps très difficiles, mais elle a réussi à les surmonter et elle est sur le point d'être cédée à un nouveau fonds d'investissement. Et finalement, le CSE nous questionne sur finalement les conditions dans lesquelles cette vente va s'opérer et finalement en ayant en tête le fait que ce serait bien quand même que les salariés ne soient pas oubliés dans le cadre de cette cession, dans la mesure où ils ont quand même grandement contribué à la création de valeur pendant toute cette période. Et finalement, à travers cette intervention, nous, on a pu ouvrir le capot du moteur pour comprendre comment se répartissait finalement la répartition de la valeur. Concrètement, les banques, elles avaient prêté de l'argent, elles ont été remboursées. Mais en plus, parce qu'elles ont donné un coup de main pendant une période difficile de la société, elles vont également bénéficier d'un surplus de plusieurs millions d'euros. Le fonds d'investissement, il a doublé sa mise en 5 ans. Donc ici, par exemple, il avait donné 100 euros, il repart avec 200 euros en 5 ans. L'exemple, en fait, on est sur des montants beaucoup plus importants. Les managers qui avaient investi dans la société ont, eux, multiplié par 100, et ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros, le montant qu'ils avaient investi. Et pendant la même période, et finalement, les salariés, il n'est rien prévu pour eux dans le cadre de la revente de la société. C'est-à-dire que l'argent qui allait arriver, ils ne prévoyaient pas du tout d'en distribuer une partie aux salariés. Alors que dans le même temps, finalement, la politique sociale de l'entreprise avait été vraiment sous tension. Ils avaient eu très peu, ils n'avaient pas eu de participation, très peu d'intéressement. L'emploi était sous tension.
c'était vraiment une situation très compliquée pour eux. Et le fait de mettre à nu ces règles du jeu-là, ça a permis en fait au CSE de créer un rapport de force et de sensibiliser à la fois la direction actuelle et le fonds d'investissement en fait qui vendait celui qui achetait, de se dire, en fait, il n'est pas normal que nous, on n'en bénéficie pas du tout en tant que salariés. Et concrètement, ils ont eu une prime exceptionnelle d'un montant assez significatif. Alors que finalement, si tout ça s'était passé de façon un petit peu sans intervention de l'expert, sans question des élus, en fait, malheureusement, ils n'auraient rien eu. Donc, ils ont eu cette prime exceptionnelle et en plus, ils ont bénéficié de l'ouverture de discussions, de négociations pour justement sur les sujets moyen terme améliorer l'intéressement, la politique d'augmentation générale et avoir des discussions sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc vous voyez que cette question de redistribution des richesses, de distribution de la valeur, elle est centrale et souvent ça passe par le fait d'activer l'expertise pour faire bouger les lignes. Alors, voilà pour la présentation de cette démarche. Il nous semblait intéressant à ce stade de vous préciser qu'il ne faut pas trop vous mettre de pression. C'est-à-dire que là, nous, on vient de vous présenter une démarche globale à travers différentes étapes. Et bien entendu, en fait, vous allez vous saisir de ce rôle progressivement, hein, en fait, au rythme de votre montée en compétences, notamment en termes de formation, mais aussi de pratiques accumulées sur le terrain. Il faut aussi avoir en tête, vous le voyez bien, que votre CSE, en fait, c'est la fusion de différentes instances. Il y a peut-être d'autres sujets à articuler, notamment sur la question de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Donc, il y a tout un travail de gestion des priorités. C'est très difficile de courir plusieurs lièvres à la fois pour vous. Et enfin, en fait, les portes, elles s'ouvrent rarement tout en même temps. Donc, notre conseil, c'est en fonction de la situation de votre entreprise, de cibler quelques sujets et d'essayer de les creuser et d'avancer progressivement. Voilà, le but, il n'est pas de se dire, oh là là, il faut tout de suite appliquer cette recette dans mon entreprise. Si vous avez l'énergie, le temps et l'équipe pour le faire, tant mieux. Sinon, ciblez quelques sujets et essayer de les faire progresser. Voilà, je vais recéder rapidement la main à Frédéric pour vous rappeler le cadre possible d'intervention de l'expert. Oui, merci Marc. Donc, le CSE est normalement consulté, sauf s'il y a un accord différent, mais il est informé et consulté sur trois choses, hein. La situation économique et financière de l'entreprise, on l'a évoqué ici, la politique sociale et conditions de travail, on l'a évoqué aussi, et ce qu'on appelle les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l'activité et l'emploi. Pour ces trois informations, consultations, vous avez la possibilité de recourir à une expertise. Donc ça, c'est prévu par le Code du travail. L'employeur ne prend pas part à la décision, c'est vraiment les représentants du personnel qui en font le choix. Cette mission sur la situation économique et financière, elle est prise en charge à 100% par l'employeur. Contrairement à des directions qui laisseraient entendre que ça a changé, ou ça n'a pas bougé avec les lois Macron, c'est resté à l'identique de ce que c'était depuis les lois Rebsamen. Donc c'est une prise en charge totale par l'employeur. Évidemment, il y a un point de vigilance qu'on ne peut pas ne pas vous évoquer, c'est la périodicité et le contenu des informations consultations obligatoires qui deviennent négociables, donc par accord d'entreprise, par accord de dialogue social par exemple, et la loi prévoit que si ce n'est pas tous les ans, ça peut éventuellement se faire tous les 3 ans. Donc nous, on attire votre attention sur le fait de ne pas renoncer au fait que ça soit tous les ans, parce que l'environnement économique des entreprises bouge très rapidement et on a besoin de pouvoir mobiliser cet outil quand on est représentant du personnel tous les ans. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise ici qui a signé un accord de dialogue qui renonce en fait aux orientations stratégiques et se laisse la possibilité de le faire que tous les 3 ans. On vient de leur annoncer qu'un site allait être fermé et l'activité redispatchée sur les autres sites en France. Malheureusement, les élus ne vont pas pouvoir donner leur avis, ils ne vont pas pouvoir faire intervenir l'expert, donc ils ne sauront pas exactement ce qui les attend. Tout ça parce qu'ils avaient été consultés l'année dernière
ils ont utilisé leurs droits pour la période de 3 ans. Et là, ils sont dans une impasse de ce point de vue-là. Donc vraiment, gardez ce droit, activez-le quand c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire de le faire tous les ans, mais en tout cas, et gardez la possibilité de le faire quand vous en avez vraiment besoin. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. On va peut-être, Frédéric, on a quelques questions qui sont posées sur le chat auxquelles on peut répondre. Voilà. Alors, il y a notamment Anne, vous nous posez la question sur est-ce que le président du conseil d'administration doit répondre au CSE suite à l'avis sur les orientations stratégiques? Alors, jusqu'aux ordonnances Macron, effectivement, il y avait une navette, on l'appelait comme ça, qui était prévue. C'est-à-dire que l'avis du CSE sur les orientations stratégiques remontait à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, pardon pour le terme, mais typiquement, ça peut être le conseil d'administration. Ce chemin-là existe toujours, c'est-à-dire que depuis les ordonnances, l'avis doit toujours être transmis au conseil d'administration s'il y en a un, et on vous invite à vérifier que c'est le cas. Par contre, il n'y a plus forcément d'obligation de répondre, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas le demander. Mais a priori, ce qu'on voit dans les textes, c'est qu'il n'y a plus une obligation formelle de répondre. Voilà pour la question d'Anne. Sur la question de Catherine, qui est une très bonne question sur, mais finalement, Syndex, vous nous parlez de consultation, mais à quel étage cela va se jouer lorsque typiquement vous êtes dans un fonctionnement avec un CSE central et des CSE d'établissement? Pour répondre de façon assez schématique, quand on parle des orientations stratégiques, on se situe au niveau central. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les orientations stratégiques et leurs conséquences, il va falloir les regarder au sein de l'ensemble de l'entreprise et de ses établissements, au sein de l'ensemble de l'entreprise et de ses établissements. Quand il s'agit de la situation économique et financière, on est plutôt au niveau central, mais il se peut qu'au niveau des établissements, s'ils ont un certain pouvoir d'autonomie, s'il y a des choses spécifiques, par exemple, bah voilà, si on est sur de l'activité de production, de la R&D ou de l'activité commerciale, ça peut être différent et on peut envisager que la consultation, en fait, elle va se tenir aux deux niveaux, à la fois au niveau central et au niveau local. Sur la politique sociale, bah, là, on peut se dire que c'est soit au niveau central ou soit au niveau local, au niveau des établissements. Et il est tout à fait possible qu'il y ait des politiques sociales, des déclinaisons différentes de la politique sociale en fonction des établissements, en fonction de la nature de leur activité, par exemple. Donc, pour résumer, la stratégie, c'est vraiment au niveau central. L'économique, c'est plutôt central et ça peut être un petit peu aussi au niveau des CSE d'établissement. Et la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, c'est tout à fait envisageable de l'imaginer à la fois au niveau central et au niveau des établissements parce que il peut y avoir des problématiques bien différentes en fonction des établissements sur la question de l'emploi, de la formation, des conditions de travail. Voilà. On regarde en même temps sur le chat si vous nous avez adressé d'autres questions, sachant que vous avez été assez nombreux et nombreux à nous poser des questions au fur et à mesure, et on a essayé d'y répondre soit dans la présentation, soit directement dans le chat. Donc, écoutez, si on va encore laisser quelques minutes avant de conclure ce webinaire. N'hésitez pas, là, si des questions vous viennent, à la fois sur la question des consultations, sur la démarche qu'on vous a présentée sur le rôle économique. Sinon, nous irons sans doute conclure ce webinaire dans quelques secondes. Bon, sachant que si vous reste des questions, vous pouvez nous les envoyer sur la boîte mail qui s'appelle contact@syndex.fr. Et bien entendu, nous regarderons les questions que vous nous poserez et on vous adressera les réponses qui conviennent. Oui, en effet, le support va être aussi mis en ligne avec le replay du webinaire. En tout cas, merci pour vos différents commentaires qui s'affichent. Et donc, je vais laisser Frédéric conclure ce webinaire et je vais de mon côté, moi, vous souhaiter une très bonne journée. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous nous les adressez à contact@syndex.fr. Si vous avez besoin de plus de renseignements, éventuellement sur les modalités d'accompagnement ou quoi que ce soit d'autre qui soit en lien avec le rôle du CSE, pareil, vous nous écrivez à contact@syndex.fr, vous nous laissez vos coordonnées et on vous recontacte dans les meilleurs délais.
Si vous voulez revoir ce webinaire ou le faire circuler auprès des collègues, il sera en replay sur syndex.fr en début de semaine prochaine avec la présentation que nous allons joindre. Si d'aventure vous étiez dans la région de Perpignan le 11 octobre ou du côté de Dole le 7 novembre, nous organisons des matinées débats. Donc là, on prend un temps beaucoup plus important pour présenter la situation économique et financière, l'information, consultation, les expertises. C'est l'occasion de venir vous rencontrer, ou vous venir nous rencontrer et de partager vos expériences sur le sujet. Voilà. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter. N'hésitez pas à tester également vos connaissances sur l'appli Syndex en tant qu'élu CE, CSE ou SSCT. Il y a une appli qui existe, qui est téléchargeable sur les plateformes habituelles. Voilà. Eh bien, écoutez, il reste à nous à vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt. Merci. Au revoir.